Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. François Hollande a donc annoncé ce matin qu'il entendait contribuer à diviser par deux notre consommation d'énergie d'ici 2050. Il confirme en particulier son engagement de campagne sur le nucléaire avec un objectif de réduction de 75 à 50% de ce dernier dans la production d'électricité. L'État sera désormais le garant de la stratégie énergétique de la France, y compris pour ce qui concerne la fermeture des centrales. Nous avons donc intitulé cette émission « La guerre du nucléaire aura-t-elle lieu ?» Et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Roland Desbordes est physicien et président de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Je rappelle que la CRERAD est née à la suite de la catastrophe de Tchernobyl. Francis Sorin est lui directeur du pôle information de la Société française d'énergie nucléaire. Vous êtes aussi membre du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Et je rappelle votre livre « Le nucléaire et la planète » publié aux éditions Grancher. Laura Hameau est-elle chargée de campagne au sein du réseau Sortir du nucléaire. Je précise que votre fédération regroupe près de 950 associations locales ou nationales qui militent en faveur de la sortie du nucléaire dans notre pays. Enfin, Martine Pérez est journaliste et médecin. Vous avez été pendant de nombreuses années rédactrice en chef de la rubrique Sciences et Médecine chez nos confrères du Figaro. Et votre dernier livre, Interdire le tabac, l'urgence, est publié aux éditions Odile Jacob. Alors, je ne sais pas comment formuler les choses, mais si je devais résumer ce que j'ai compris de ce que nous a dit le président de la République aujourd'hui sur le dossier spécifique du nucléaire, je vous dirais qu'il nous dit qu'il va falloir se désintoxiquer. Est-ce que ça vous semble être un terme qui convient à la situation? Roland Desbordes. Je ne pense pas, non. Comme si on décidait, il s'agit d'une intoxication. C'est pas le terme, en tout cas, moi, qui me paraîtrait adapté. Par contre, c'est clair que le nucléaire doit être un sujet, non pas politique, mais un sujet de débat national. Malheureusement, ce qu'il n'a jamais été, il y a eu des choix qui ont été faits, mais sans consultation de l'ensemble de la population. Or, on en connaît aujourd'hui les limites. Évidemment avec les déchets, mais aussi le démantèlement, mais aussi les accidents graves. Et avec Fukushima, on avait obligé de se reposer des questions. Est-ce que notre nucléaire, en France en tout cas, a une sécurité optimum, maximum, ou est-ce qu'il ne faudra pas le revoir? Or, après Fukushima, il faut bien se poser la question. La question a été posée. Malheureusement, la réponse, elle n'est pas positive. C'est-à-dire, on a bien aujourd'hui un nucléaire qui fonctionne en situation dégradée par rapport à l'optimum qu'on pourrait imaginer. Si je vous rappelle que Fukushima n'est pas d'abord une catastrophe nucléaire, mais initialement un tsunami, est-ce que ça change la vision des choses? Non, parce que des catastrophes naturelles, il y en a partout. Alors pas les mêmes, pas de la même ampleur forcément, non, heureusement. Mais il y en a partout. Et des agressions qu'on appelle violentes externes sur une installation nucléaire, il n'y en a pas qu'au Japon, il peut s'en produire chez nous. Et donc c'est tout à fait possible que ce genre d'accident, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le président, le directeur de l'autorité de sûreté nucléaire française après Fukushima a dit oui, cet accident, il peut se produire chez nous. Et il va falloir s'y préparer. Malheureusement, je dirais, on est 2 ans et demi après et on n'a pas fait grand-chose encore. Et on ne fera pas les travaux dans l'immédiat. Parce que ça coûte trop cher, on s'en rend compte. Donc si ça coûte trop cher, c'est qu'il y a des travaux importants à faire. Se pose la question du coût. Des travaux importants, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire et donc qu'on n'a pas un nucléaire aussi sûr que l'on pourrait nous le dire. Alors, ma formule n'a pas marché avec Roland Desbordes. Je vois si elle marche éventuellement avec Francis Sorin. J'ai l'impression que le président nous dit on va se désintoxiquer, mais qu'il ne nous dit pas encore ce que sera le produit de substitution. Est-ce que ça vous semble une formule qui marche? Soyez gentil avec moi. J'adhérerai relativement à votre formule. En fait, quand le président a réaffirmé son objectif de réduire la part du nucléaire, on continue de se poser la question, pourquoi 50%, pourquoi pas 40%, pourquoi pas 60%, pourquoi 50%? Donc on ne voit pas bien la justification. Et ce qu'on peut dire aussi, comme on le dirait en sport, en sport, on dit on ne change pas une équipe qui gagne. Moi je dirais, en matière d'approvisionnement énergétique, on ne casse pas un outil qui fonctionne et qui fonctionne bien et qui rapporte à la France un certain nombre d'avantages qui serait dommage d'édulcorer, de détricoter. La France a une histoire avec le nucléaire. Personne ne le conteste. Alors après, on peut être pour ou contre, dire c'est dangereux ou pas, qu'est-ce qu'on va faire de nos déchets, tout ce dont on parlera aussi dans cette émission. Mais on peut aussi penser qu'on diminue une partie de notre production énergétique. Et c'est finalement ce qu'il est en train de nous dire, le président de la République. Oui. Qu'il faille diminuer une partie de notre... Diminuer, c'est pas démanteler. Diminuer, c'est pas démanteler. Mais alors là,
vous parlez de la consommation énergétique au niveau global du pays. Et effectivement, le président a annoncé un objectif, a confirmé un objectif de diviser par 2 la consommation énergétique de la France à l'horizon 2050. Alors ça, voyez-vous, ça me soulève en moi beaucoup d'interrogations. Je me demande, et je suis à peu près certain, de dire que cette perspective, c'est un vœu pieux. Je vous rappelle Pourquoi ? Parce que, d'abord, il est probable que d'ici à 2050, la France connaîtra, peut-être pas dans les années qui viennent, mais sur cette longue période, va connaître une croissance économique. C'est probable. Et qui dit croissance économique dit davantage d'énergie à produire, même si on fait de l'efficacité énergétique, et j'en suis partisan. En 2050, on sera entre 72 millions et 75 millions d'habitants en France. Compte tenu de toutes ces données, diviser par 2 notre consommation énergétique me paraît illusoire, pas seulement à moi, mais à beaucoup d'énergéticiens. Et il est, je dirais, un peu inquiétant que cette perspective soit le socle, le pilier des plans énergétiques dessinés par le gouvernement. Alors, Laura Hamot, est-ce que vous pensez que le président de la République nous a annoncé une bonne nouvelle aujourd'hui en matière nucléaire ? Depuis 1 an et la première conférence environnementale, en réalité, rien n'a changé, puisque le président a simplement confirmé déjà ses promesses en tant que candidat. Donc oui, il a réaffirmé que l'objectif était de passer de 75% de nucléaire à 50%. Mais au-delà de ces objectifs et de ces grandes annonces, eh bien finalement, le compte n'y est pas, parce que il ne nous dit pas comment il va le faire. Aujourd'hui, on nous promet simplement la fermeture de Fessenheim d'ici à la fin 2016. En parallèle, l'EPR va être mis en service. Et donc, moi, je pose vraiment la question, comment le président souhaite-t-il faire baisser de 25% la part du nucléaire, sauf si, en réalité, c'est vraiment un vieux vœu pieux et un mensonge de campagne, et sauf peut-être qu'il avait derrière la tête d'augmenter la part des autres énergies. Mais aujourd'hui, toujours est-il que le compte n'y est pas. Si on voulait vraiment passer à 50%, il faudrait fermer 10 réacteurs d'ici 2017 et 20 réacteurs d'ici à 2020. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Quand vous parlez de désintoxication, excusez-moi, mais je n'avais pas tout à fait réalisé en fait en quoi effectivement on était intoxiqué. Société française, parce que moi je suis d'une génération depuis qu'on est, je le dis souvent parce que quand même, il faut honnêtement dire, quel que soit le point de vue et le souci qu'on ait pour nos enfants des enjeux du nucléaire, mais on a vécu avec, on rentre chez nous, on appuie sur le bouton et ça marche. Jusqu'ici, ça a été relativement correct comme prix, il est plus que probable que ça va devenir de plus en plus cher, surtout quand il va falloir prendre en charge tout le, si je puis dire, entre guillemets. C'est oublier l'accident, ça, parce qu'au Japon, 53 réacteurs, et du jour au lendemain, on les a fermés. Alors, ils étaient à 40% de dépendance, je dirais, du point de vue électricité. Mais du jour au lendemain, c'est fermé. Si demain, il se produit un accident comme ça en France, la désintoxication, comme vous dites, elle va être dure, là. Alors que c'est ça la vraie question pour moi quand on parle d'intoxication. Vous voulez intervenir ? C'est sûr que la question de la sûreté est fondamentale. Peut-être qu'on aura l'occasion de la développer au cours de cette émission. Mais vous abordiez la question du prix également, des transformations et des renforcements apportés aux installations nucléaires en France. Ce prix, il a été évalué à peu près 10 milliards d'euros sur une période. Bon, c'est une somme conséquente. Oui. Mais c'est une somme qui est tout à fait à la portée de l'économie française et des acteurs du nucléaire. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est... Vous êtes d'accord pour dire, excusez-moi, que quand même le démantèlement des centrales, ça va coûter cher, la gestion des déchets aussi, ça va coûter horriblement cher, et que donc ça change la donne, quel que soit le confort que ça ait apporté jusqu'ici, et que voilà, on ne conteste pas, il est au-dessus de nous le confort. Il va falloir faire des choix. Rappelez-vous le rapport de la Cour des comptes publié au début de l'année 2012 qui aborde cette question du financement du démantèlement. Elle ne la traite pas. Elle l'aborde. Non, elle aborde et elle traite la question du démantèlement et la question des déchets. Et elle dit que si les sommes prévues pour le démantèlement futur des installations, même si les sommes prévues actuellement doublent, ça n'induira dans le coût de production du kilowattheure qu'une élévation de quelques pourcents. Elle dit pareil pour les déchets. Ça a été
ça a été un document extrêmement important de la Cour des comptes. Laura Hameau, puis Roland Desbordes. Oui, ce que je souhaitais dire, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir faire des choix. Et on ne va pas pouvoir rafistoler le parc nucléaire français, faire des énormes investissements pour essayer, par exemple, de respecter les prescriptions post-Fukushima et à la fois engager une réelle transition énergétique. En France, le nucléaire a toujours absorbé tous les crédits et tous les financements en termes de recherche, d'investissement. Et aujourd'hui, clairement, il ne pourra pas y avoir de vraie transition énergétique, laissez-moi finir, sans sortie du nucléaire. On ne peut pas faire les deux, il va falloir faire des choix. C'est soit on finance la transition énergétique en mettant en place de véritables plans d'économie d'énergie, de développement des énergies renouvelables, soit on décide de rafistoler le parc nucléaire français qui est à bout de souffle. Mais on ne va pas pouvoir faire les deux. Et par rapport au coût du nucléaire, moi je n'ai pas du tout la même position que M. Saurin. Le coût du nucléaire va augmenter, le coût du kilowattheure nucléaire va augmenter. D'ailleurs aujourd'hui, le coût du kilowattheure qui sortira de l'EPR est beaucoup plus important que le coût des énergies renouvelables. Alors ce qui est sûr, c'est que plus on consommera d'énergie, je vais vous redonner la parole, plus cette énergie coûtera cher, quelle qu'elle soit de toute façon. On va revenir à notre premier reportage. Vous avez donc compris que le président Hollande confirme qu'il entend réduire la part du nucléaire dans la production énergétique française. Cela conformément à sa promesse de campagne. Elle sera donc diminuée de 75 à 50% d'ici 2035. C'est en tout cas l'objectif affiché. La centrale de Fessenheim sera elle aussi fermée. Des engagements qui soulèvent des problèmes économiques et politiques, en tout cas des débats. C'est trop pour ceux qui estiment que le prix de l'électricité va augmenter et c'est évidemment pas assez pour ceux qui demandent d'emblée la fermeture au moins de 5 centrales. Reportage de François-Xavier Rigaud et Stéphane Morel. C'est la dernière action en date des associations anti-nucléaires. Le 11 septembre dernier, 50 personnes du collectif Stop Uranium surgissent sur une route départementale près de Narbonne. On est en train d'arrêter un camion qui transporte de l'UF4. On filme la presse! Pendant 30 minutes, ces militants bloquent un camion transportant des matières radioactives. Une opération coup de poing pour sensibiliser les populations. Part par la route, le plus simplement du monde, alors que c'est très dangereux, alors que le contact avec l'air est extrêmement toxique, qu'un accident de la route est toujours possible. Un chauffard peut heurter ce camion peut se renverser, voire tomber d'un pont. Et puis bien sûr, le risque terroriste existe. Donc là, nous avons voulu alerter les populations sur le fait qu'il y a ce danger, que ces convois sont quotidiens, plusieurs fois par jour, traversent un certain nombre de territoires et de communes qui ne sont même pas informés de leur présence, pas plus les maires que les habitants, et que du coup on ne saurait pas du tout quoi faire si un accident se produisait. Sortons, sortons, sortons du nucléaire, ni civils, ni militaires. Une action pour faire pression sur le gouvernement et pousser l'exécutif à suivre le modèle allemand qui vient de stopper sa production d'électricité nucléaire. Ce midi, lors du discours d'ouverture de la conférence environnementale, François Hollande réitère son engagement de réduire la part de l'électricité nucléaire de 75 à 50% d'ici à 2025 et de fermer avant la fin de son mandat la plus vieille centrale de France. Je rappelle que la centrale de Fessenheim sera fermée d'ici fin 2016. Mais évoquer la diminution de la part du nucléaire à horizon 2025, s'il n'y a pas un plan de développement des énergies renouvelables, c'est une perspective qui peut être affichée mais qui ne sera pas tenue. Selon Greenpeace, pour tenir ses objectifs de 50% d'énergie nucléaire, la fermeture de Fessenheim ne suffit pas. Il demande l'arrêt de 4 centrales nucléaires supplémentaires. Là, on a la centrale de Fessenheim, à fermer ici, avec celle du Tricastin, sur laquelle on a fait une action cet été. La centrale du Bugey, où il y a 4 réacteurs encore en fonctionnement. Celle du Blayais, qui a été inondée en 1999 et qui est très dangereuse. Et la centrale de Gravelines, qui est la plus grande centrale d'Europe, centrale nucléaire d'Europe, avec ses 6 réacteurs. Ça, c'est les 5 centrales que vous souhaitez voir fermées. À fermer en priorité, oui. Dans le cadre de la transition énergétique et de la réduction de la part du nucléaire à 50%. Mais un rapport de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, publié il y a quelques jours, n'encourage pas la fermeture de centrales supplémentaires.
Pire encore, selon eux, la promesse de François Hollande de réduire à 50% la part de l'électricité nucléaire en 2025 aurait de lourdes conséquences sur la croissance et sur le prix de l'électricité. Pour éviter cela, il propose de la réduire, mais sur un siècle, au lieu de 15 ans. En face de ce rapport, il y a d'autres rapports, notamment le scénario de transition énergétique de Greenpeace et d'autres qui montrent qu'en fait l'électricité nucléaire pas chère, c'est fini, que ce mythe, il a disparu et qu'aujourd'hui il faut se dépêcher d'enclencher la transition. Sinon, avec nos centrales nucléaires vieillissantes et tous les travaux de rénovation qu'il va falloir faire dessus, eh bien le coût de l'électricité va s'envoler et que du coup, on va droit dans le mur. Aujourd'hui, les Français semblent toujours favorables à l'énergie nucléaire. Selon un sondage publié cet été, les pro-nucléaires sont 2 fois plus nombreux que ceux qui s'y opposent. Alors, on a une première question qui est finalement d'ordre politique, qui est la suivante. Ne sacrifie-t-on pas l'avenir énergétique du pays au profit d'un accord électoral avec les Verts? Vous en pensez quoi, Laura Hameau? Pas du tout. Je pense qu'en fait, on a sacrifié l'avenir énergétique d'un pays depuis 50 ans. Clairement, la France s'est enfermée dans un choix. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est l'exception française en matière nucléaire et qu'on a près de 80% de notre électricité qui est fournie par le nucléaire. Donc non, on n'est pas en train de sacrifier l'avenir énergétique d'un pays. Bien au contraire, on essaie de le préparer. Mais aujourd'hui, je le répète, on a des promesses, on a de grandes promesses, mais peu de faits concrets derrière. Donc non, parce que quand on voit les risques que le nucléaire fait courir aux populations, l'héritage empoisonné des déchets, puisque pour 40 à 50 ans de production d'électricité, on va léguer aux générations futures des tonnes et des tonnes de déchets qui vont rester toxiques, radioactifs pendant des milliers, et pour certains des millions d'années. Donc c'est complètement ingérable, c'est un véritable cadeau empoisonné. Donc non, à cette question, je réponds clairement non. On est en train de préparer peut-être un meilleur avenir énergétique à la France. Francis Sorin. Oui, je répondrai à ce qu'a dit Madame sur les déchets dans le courant de notre discussion. Mais je voudrais d'abord vous faire part de ma perplexité. Le pays est dans une situation économique grave. On parle de crise. Le président de la République et le gouvernement nous répètent depuis des semaines et des mois qu'on doit faire face à des problèmes importants, qu'il faut faire des efforts, etc. Bien. Ces problèmes auxquels on doit faire face, on s'aperçoit, si on est un petit peu objectif et qu'on veut regarder les choses de manière un peu concrète, ces grands problèmes que la France doit affronter, on s'aperçoit que le nucléaire y apporte des solutions et des améliorations incontestables, très rapidement. Problème du pouvoir d'achat des ménages. On dit que les ménages se plaignent maintenant, etc. Problème de pouvoir d'achat. Le nucléaire y apporte une contribution dans la mesure où il leur offre une énergie parmi les moins chères, une électricité parmi les moins chères d'Europe. À peu près 12,5 à 13 centimes d'euros le kilowattheure. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? C'est 28 centimes d'euros le kilowattheure. Sur la compétitivité, autre grand problème, eh bien, le nucléaire permet aux entreprises d'être compétitives parce qu'elles ont un courant à des tarifs tout à fait bas. Sur le plan de l'industrialisation, le nucléaire est un bastion d'industrialisation de la France. Le nucléaire, ce n'est pas seulement Areva, EDF et des grands acteurs et le commissariat de l'énergie atomique, c'est aussi 450 petites et moyennes entreprises qui irriguent le tissu industriel français. Sur le plan de l'emploi, le nucléaire, c'est 450 000 emplois, directs et indirects en France. C'est une des seules filières industrielles au cours des dernières années à avoir embauché par milliers. Enfin, je terminerai la liste. Sur un plan environnemental, le nucléaire installe la France avec la Suède au rang des nations industrialisées les moins polluantes. L'Allemagne qu'on nous présente comme un modèle de vertu parce qu'elle a beaucoup d'éoliennes et beaucoup de solaire, eh bien un Allemand par an, il émet 10 tonnes de CO2, un Français en émet 2 fois moins, 5 tonnes de CO2. Sur toutes ces questions-là, on s'aperçoit que le nucléaire apporte une contribution positive. Le détricoter maintenant, à mon avis, c'est une erreur. Vous pensez que le président Hollande veut faire du mal à la France?
Non, parce que si je vous suis, vous êtes en train de m'expliquer qu'il est en train de nous mettre dans une ornière épouvantable. Je pense que le président Hollande doit obéir à un certain nombre d'impératifs qui peuvent être contradictoires. L'impératif de continuer... Ça s'appelle gouverner. Oui, ça s'appelle gouverner. Donc, il doit forcément tenir compte de ses partenaires au gouvernement et dans son alliance majoritaire, de ses partenaires verts, et il est obligé de passer des compromis. Vous pensez pas qu'on est paralysé par la peur d'une certaine façon à cause des accidents nucléaires qu'on a connus, comme ceux de Tchernobyl ou de Fukushima, et que ça nous empêche de réfléchir sereinement? Je vous pose la question simplement. Je ne pense pas que les Français soient obsédés par la peur du nucléaire et par la peur d'avoir des accidents. Vous savez, ça fait à peu près bientôt 50 ans que le nucléaire fonctionne en France à une échelle importante. Oui, il est normal qu'on s'en préoccupe et notamment qu'on s'inquiète d'éventuels accidents. Absolument. Notamment dans le transport des déchets, parce que quand même la démonstration une fois de plus a été faite que voilà. C'est tout à fait normal, mais je pense qu'il y a de la part de l'opinion en France, dans sa partie majoritaire, il y a une acceptation du nucléaire, il n'y a pas de peur panique sur les risques. Il y a une conscience. Et nous sommes les premiers à le dire, que le nucléaire comporte des risques, mais il y a aussi la conscience que ces risques, on fait tout pour les limiter et que finalement le nucléaire est géré dans notre pays par des équipes compétentes avec une autorité de sûreté qui est tout de même extrêmement vigilante et rigoureuse. Roland Desbordes, finalement, Francis Serin vient de nous dire, écoutez, pendant 50 ans, on a vécu confortablement grâce au nucléaire, on est en période de crise et on se doit de réfléchir avant de toucher à l'outil qui a ses qualités, ses défauts, puisque aucun engagement énergétique n'est parfait, on est tous d'accord. Les Allemands sont confrontés à d'autres problèmes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je crois qu'il ne faut pas confondre. D'une part, il y a ce qui a été abordé, c'est l'aspect du coût. Oui. Entre le prix qu'on paye et le coût réel de l'électricité, c'était l'engagement de la Cour des comptes de voir si le prix qu'on payait correspondait au coût. Ce rapport, il est très intéressant. Mais il a aussi ses lacunes. Il met en évidence beaucoup d'incertitudes dans le coût annoncé. Je ne parle pas du prix. Le prix, lui, c'est pas d'EDF qui décide le prix de l'électricité. C'est une décision qui est beaucoup plus complexe. Donc, c'est le coût réel. Le prix de l'électricité, ça n'est pas le coût du nucléaire. Exactement. Okay. Le prix de l'électricité n'est pas le coût du nucléaire. La Cour des comptes met quelques petits coups de projecteur dans certains domaines où elle estime qu'il y a des grandes zones d'ombre et qui mériteraient d'être explicitées. Et surtout, elle avalise sur d'autres points, les plus importants à mon avis, la position des exploitants. Et je parle par exemple par rapport aux déchets. Oui. La Cour des comptes reprend l'argumentaire des exploitants pour dire en fait les déchets c'est pas si problématique que ça, c'est des petits volumes, c'est pas si important, on va bien trouver la solution, on les a pas toutes encore. Or elle ne prend en compte dans son inventaire déchets que l'inventaire de la Cour des comptes. Or cet inventaire il est totalement insuffisant. Il y a des tas d'autres déchets qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui dans l'inventaire des déchets. Et je parlerai simplement des déchets miniers en France. On en a plusieurs millions de tonnes de résidus miniers, et 53 exactement. Ça, c'est du déchet qui échappe à toute réglementation. Parce qu'il ne faut pas oublier en France qu'on a un exploitant qui s'appelle EDF, oui, pour la fabrication, qui est à plus de 80% actionnaire l'État. Or, c'est l'État qui définit les règles. On est bien dans le conflit d'intérêts au plus haut niveau pour brouiller les cartes. Il faut bien reconnaître quand même. On est bien dans cette situation. Je précise que le troisième... Et d'autre part, moi je terminerai l'accident. Quand on parle de coût, il faut parler de l'accident. Et là, on le voit avec Fukushima. On est en train de vider les caisses, je dirais, quand on doit gérer un accident. Et pourtant, on ne fait pas grand-chose à Fukushima pour protéger les populations. N'empêche que ça coûte déjà très cher. Or, le nucléaire n'est pas assuré. Le nucléaire ne bénéficie pas d'une assurance garantie comme nous sommes tous assurés. Le nucléaire est simplement, on demande aux exploitants et aux États de prévoir des provisions. Tout le monde sait que ces provisions sont totalement insuffisantes. Et si on devait exiger du producteur d'électricité qu'il s'assure comme vous et moi, eh bien, les primes seraient tellement colossales, aucune assurance ne veut l'assurer, et les primes seraient tellement colossales que le prix de l'électricité, j'ai pas encore réussi à le dire, mais nous consacrerons, attendez, excusez-moi, le troisième reportage de l'émission à la gestion et aux difficultés que posent les déchets, mais quand même, juste une chose,
quand on dit aussi, finalement, le président avance très lentement et de toute façon, il est très probable qu'on ne pourra pas démanteler Fessenheim d'ici 2016. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vrai? Parce que c'est une des critiques. Alors c'est intéressant parce que ce sont des critiques qui sont faites parfois par des camps extrêmement adverses. C'est pas la même chose en fait d'arrêter un réacteur, et Fessenheim peut être arrêté immédiatement aujourd'hui. Hein, c'est pas ça la question. Oui. Évidemment, le démantèlement prendra plus de temps. Mais il faut bien séparer cette question de l'arrêt d'un réacteur qui peut être fait très vite, même tout de suite si on le décide, et le démantèlement qui doit se faire en ayant un dossier technique monté mais très précis et sur lequel il faut avoir du recul. Donc, sur Fessenheim, on peut très bien aujourd'hui décider de la fermer demain. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on demande de faire. Par contre, ce que je voudrais revenir simplement sur la question du coût et surtout de l'emploi. Parce que M. Saurin nous disait que justement, on est dans une mauvaise période économique, hein, on parle de crise. Et bien justement, la transition énergétique, c'est vraiment une chance pour pouvoir créer de l'emploi, à la fois dans les énergies renouvelables, mais également dans les économies d'énergie. Et le plus gros secteur, d'ailleurs, c'est la rénovation des bâtiments. Donc, en fait, le problème, vous parliez d'opinion tout à l'heure. En France, l'opinion publique, justement, et le grand public, a été clairement manipulée depuis 50 ans par un lobby qui est très présent, qui nous a assoné de mensonges, de contre-vérités. C'est le cas. Mais bien sûr, le lobby nucléaire, voilà. on doit faire face à une vraie mafia. Mais vous en faites partie, monsieur. Donc, vous ne l'avez pas trouvé, évidemment. Vous êtes directement concerné. Mais donc sur la question de l'emploi, je termine là-dessus, eh bien en fait on peut créer très rapidement beaucoup d'emplois, notamment dans la rénovation des bâtiments. Et on est sur plusieurs centaines de milliers d'emplois qui sont beaucoup plus en fait que les emplois directs qui seront concernés par la filière nucléaire. Il ne fait pas de doute que si on développe d'autres énergies, ou si tout simplement on protège mieux nos maisons, nos appartements, on va développer de l'argent, créer une croissance spécifique. Mais excusez-moi, ça n'en fait pas non plus le moteur d'une économie qui aura toujours besoin d'énergie pour continuer à croître, même peu, et amener du boulot. Pardon ? Sur quoi on calcule le PIB? Plus on est malade, plus le PIB augmente. Alors, je veux dire, les indices aujourd'hui économiques, moi, me font sourire, excusez-moi. Je ne suis pas économiste. Moi non plus. Mais il en faut quand même. Je vous en prie. Que voulez-vous dire? Juste un petit mot. Sur le plan de l'emploi, il ne faut pas nier que le développement des énergies renouvelables ou que les économies d'énergie vont créer des emplois. Personne ne le nie. Mais il ne faut pas nier non plus, si vous voulez sortir du nucléaire, que le nucléaire, c'est 450 000 emplois et que ces 450 000 emplois ne seront pas compensés, loin de là, par les emplois créés par les renouvelables et par les économies d'énergie. C'est en cela que votre raisonnement me paraît mauvais. Mais en 2017, 50% des salariés des effectifs d'EDF partiront à la retraite. Donc déjà, c'est une moitié qui ne devra pas être compensée. Et en plus, vous parlez de 450 000 emplois, on ne va pas rentrer dans une guerre des chiffres, hein, parce que ce serait absurde. Non, mais il y a d'autres études qui montrent bien que, peut-être admis par vous, mais en tout cas, il y a d'autres chiffres tous les cabinets d'études qu'on a beaucoup moins d'emplois dans le secteur du nucléaire. Alors, dans le débat sur le nucléaire, il y a une décision historique, en tout cas, qui vient d'être prise par la justice française extrêmement récemment. C'est une première, puisque le nucléaire y est considéré comme une maladie professionnelle. Cela n'avait jamais été le cas jusqu'ici. Jean-François Cloy, c'est son nom, est décédé à l'âge de 53 ans à la centrale de Dampierre. Il travaillait, pardonnez-moi, à la centrale de Dampierre en Burly. Le tribunal pointe une faute inexcusable d'EDF. On a compris dès lors les enjeux juridiques et financiers qui sont liés à cette décision de justice. Reportage Alice Malbert et Stéphane Lopez. Dit que la maladie professionnelle dont était atteint M. Jean-François Cloy ayant entraîné son décès est la conséquence d'une faute inexcusable de la société EDF. Après 4 années de bataille judiciaire, Laure Cloy a fait plier EDF. Pour elle, les 30 années passées à la centrale nucléaire de Dampierre en Burly ont tué son mari, décédé en 2009 d'un cancer du poumon. Et le tribunal lui a donné raison. Une reconnaissance tant espérée pour elle et sa famille, mais qui pourrait également ouvrir une brèche. Si maintenant, mon combat, c'est mon combat par rapport à un homme, à mon mari, mais si ça peut donner, ouvrir l'esprit aux gens et aux personnes qui sont à l'intérieur d'EDF, les salariés, s'ils peuvent prendre conscience que ça peut être dangereux pour leur santé, moi j'ai déjà gagné pas mal de choses finalement.
Celle qui se définit comme une femme debout avoue avoir mené le combat du pot de terre contre le pot de fer. Mais ce n'est pas tant le géant EDF qui l'a si souvent découragée, plutôt le silence des agents et l'absence de soutien. Les salariés EDF, eux, font partie d'une élite. C'est l'élite. Quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que vous faites, je suis agent EDF, c'est le clan. On peut dire qu'il y a une sorte d'omerta au sein d'EDF? C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Ce combat, elle l'a mené seule avec son avocat. Dès 2010, l'assurance maladie estime que le cancer de Jean-François Cloy est dû à son activité à la centrale. Aujourd'hui, cette condamnation d'EDF est une première dans le secteur du nucléaire. C'est une décision qui est exceptionnelle parce que c'est la première décision qui se prononce sur la faute inexcusable s'agissant d'un salarié exposé à des rayonnements ionisants. Donc ça, c'est une première en France. Il y aura vraisemblablement d'autres dossiers qui vont ressortir prochainement sur ce thème-là en particulier. Mais c'est déjà pour ça que cette décision était, digne d'intérêt, en fait. Hein. Et puis aussi parce que, oui, on s'attaque à quelque chose qui est un petit peu énorme, quoi. Hein. Maître Gintrac estime qu'EDF n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié. L'entreprise compte 23 000 agents et a recours à presque autant de sous-traitants, 20 000 quotidiennement exposés aux rayons, des rayons dangereux à long terme pour la CGT de la centrale du Loiret. Les prestataires aujourd'hui dans une carrière, ils font 3, 4, 5 boîtes dans une carrière. Et s'ils chopent un cancer, si jamais ils déclarent un cancer, aujourd'hui, se retournant contre qui les boîtes n'existent plus. EDF n'est pas responsable. Ce n'était pas elle, c'est elle la donneur d'ordre, mais c'est pas elle le patron de ses salariés. Donc ils n'ont personne contre qui se retourner. C'est pour ça qu'ils ont recours à des prestataires? Oui. Mais de son côté, EDF oppose le seuil réglementaire et affirme que Jean-François Cloy, par ailleurs fumeur, a reçu l'équivalent de la dose d'un scanner passé tous les 5 ans. Monsieur Cloy a été exposé à 54,4 millisieverts sur l'ensemble de sa carrière, soit 3% de la dose en cumul qui est admissible. Le tribunal a simplement indiqué qu'EDF n'apportait pas la preuve de façon certaine que les rayonnements ionisants n'ont pu jouer aucun rôle, de même que le tribunal a dit de façon incontestable, c'est encore une expression qu'il a employée, que le tabac était très certainement là où la principale cause d'apparition de ce cancer. Difficile de savoir si cette condamnation va faire jurisprudence. Un dossier similaire d'un ancien salarié de la centrale nucléaire du Finistère vient d'être jugé dans un sens opposé. EDF a jusqu'au 4 octobre pour faire appel. Alors, les enjeux autour de cette question sont beaucoup plus compliqués, larges et importants qu'on l'imagine. Martine Pérez, on va vous demander de nous éclairer un petit peu sur tout ça. D'abord, qu'est-ce que vous comprenez finalement des responsabilités des uns et des autres? Si je devais résumer avec mes mots, je dirais que ce que je comprends de ce que vient de nous dire la justice, c'est finalement EDF n'a pas tué cet homme, mais ne l'a pas protégé. Alors après, à partir d'un certain stade, on peut dire la non-protection devient une mise en danger. Comment vous comprenez et vous percevez ce dossier? C'est toujours difficile de se prononcer sur un dossier médical qu'on n'a pas eu entre les mains. Ouais. C'est toujours aussi difficile de commenter une tragédie vécue par cette femme et qui a cherché aussi, et je la comprends, son mari est mort jeune, une responsabilité à la perte de son mari. Maintenant, il faut aussi savoir que ce monsieur, cette victime, était fumeur, avait fumé de longues années. Il avait arrêté il y a quelques années, mais en tant que spécialiste du tabac, je peux vous dire que ce n'est pas parce que vous arrêtez de fumer que votre risque tombe immédiatement à zéro. Par ailleurs... Ne dites pas trop fort pour qu'on continue à essayer d'arrêter, n'est-ce pas? Par ailleurs, mais le risque décroît. Oui, je veux dire, en l'occurrence, sur le dossier qui nous occupe, c'est important de le rappeler. Absolument. Par ailleurs, ce monsieur avait été confronté à de l'amiante. Ça apparaît dans un des dossiers que j'ai pu consulter. Donc, et effectivement, il a travaillé une trentaine d'années dans cette centrale nucléaire avec un taux de contamination, je veux dire d'exposition de l'ordre de 54 millisieverts. Aujourd'hui, on considère, d'après les seuils que l'on a,
qu'il n'y a pas de risque, et d'ailleurs c'est les seuils actuellement consacrés depuis 2003, en dessous de 20 millisieverts par an, il n'y a pas de risque de cancer. Alors, non mais on vous réagira après, je vous laisserai parler. Comment on a établi toutes ces données, tous ces chiffres? D'abord, il y a eu, si vous voulez, la radioactivité, vous voulez que je vous redonne en quelques points les risques de la radioactivité. Une exposition massive, brutale, grande quantité, comme certaines personnes ont pu être victimes à Tchernobyl, c'est une mort rapide par œdème cérébral, par destruction des cellules. Oui. Un taux un peu moindre, brutal et aigu, c'est une mortalité pareil, assez rapide, par destruction du tube digestif. Les cellules meurent, etc. La radioactivité a pour effet de faire une destruction cellulaire. C'est ces effets qu'on utilise d'ailleurs dans les traitements par radiothérapie. Et puis, il y a l'imprégnation, il y a aussi effectivement une imprégnation importante, une exposition importante et brutale peut être responsable d'aplasie médulaire. La moelle osseuse est détruite, on fabrique plus de globules rouges et de globules blancs. Et cette aplasie médulaire peut être traitée par greffe de moelle osseuse. Bon, ça, c'est les expositions aiguës et brutales. L'autre versant, c'est l'exposition chronique. Oui. Il y a quelques années, il y a une grande étude par le CIRC, le Centre international sur le cancer de Lyon, qui s'est penchée sur 400 ou 500 000 personnes, travailleurs du nucléaire. L'étude était assez intéressante. Ils ont regardé, la question qui se posait, c'est est-ce que cette population a plus de cancer ou moins qu'une population qui n'est pas exposée professionnellement. Et alors là, les résultats qui ont été publiés, d'abord, il faut préciser que ces travailleurs du nucléaire qui ont été examinés à l'époque dans cette étude l'ont été exposés entre les années 80 et 2000, c'est-à-dire à une époque où les normes étaient supérieures à celles d'aujourd'hui. L'étude a conclu que globalement, sur 100 cancers qui frapperaient une personne, c'est personnel, 1 à 2% seraient liés à l'exposition professionnelle. Mais, d'après ce que j'ai cru comprendre, avec les études qui ont été affinées, le risque concernerait surtout celles qui ont été exposées à des taux supérieurs à 100 ou 200 millisieverts. Vous me corrigerez si je dis... Donc il y aurait un effet de seuil. Alors tout ça est débattu, l'effet de seuil est débattu, je vous vois. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on est exposé? Qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire? Oui. Qu'est-ce qui se passe au niveau cellulaire? Eh bien, vous êtes exposé à une irradiation, une mutation se produit, votre organisme a les possibilités d'éliminer ou de réparer la mutation, d'éliminer la cellule ou de réparer la mutation, et donc il ne se passe rien. Mais au-delà d'un certain seuil, et c'est pour ça qu'on parle d'un éventuel effet seuil qui est débattu, l'organisme perd cette capacité de réparation, les mutations s'accumulent et le risque de cancer augmente. En gros, on se défend pendant un temps donné, à petite dose pour des petites doses, et il y a un stade au-delà duquel on ne peut plus le faire. Donc voilà, il se serait complètement ridicule de nier qu'il n'y a pas de risque lié à l'irradiation, mais il y a des systèmes de protection, il y a des dosimétries, il n'existe aucune protection, il n'existe aucune activité professionnelle, il y a beaucoup de risques professionnels. Les boulangers, la farine créent des lésions, enfin je ne veux pas vous donner toute la liste, mais il y a une liste de 150 maladies professionnelles qui peuvent provoquer l'existence de cancer et on ne décide pas pour autant de supprimer ces professions. Je veux dire que le risque, on dit les chauffeurs routiers sont menacés d'accidents sur la voie publique, sur la route, etc. Ça existe tous les jours. Et, non, mais je vous donne des exemples parce que c'est quand même important de montrer qu'il y a, je ne veux pas nier l'éventuel risque professionnel à un certain niveau. Pardonnez-moi, un travailleur du nucléaire par rapport à quelqu'un qui suivrait une radiothérapie à la suite d'un cancer. Écoutez, vous avez un ordre de grandeur pour nous comparer l'exposition d'un et de l'autre? Bien sûr. Aujourd'hui, de toute façon, tous les travailleurs nucléaires sont dotés de dosimètres et à partir du moment où le dosimètre a dépassé un certain seuil, ils doivent changer d'activité professionnelle pour ne pas augmenter les doses cumulées. Mais vous savez quelles sont les professions les plus exposées à la radioactivité? Ce sont les chirurgiens dentistes qui font des radios toute la journée avec une protection minimum et très peu de dosimétrie. Ce sont les radiologues interventionnels les médecins du nucléaire qui utilisent aussi beaucoup ce matériel avec beaucoup moins de protection, les travailleurs du nucléaire. Donc, juste une chose. Si je peux me permettre, aussi, les personnels navigants qui, en moyenne, sont exposés à 2 fois plus de radioactivité que les travailleurs du nucléaire. C'est les dernières statistiques de l'IRSN. Personnel navigant de l'aviation civile. Absolument. Très bien. Alors, l'enjeu du personnel est important parce que, comme le disait Madame Cloy, alors il y a une fierté
de ces professionnels du nucléaire à travailler dedans, c'est incontestable. Et il y a sans doute, si ce n'est un esprit de caste, en tout cas un esprit de camaraderie et de fierté qui fait partie de l'histoire de ce pays, qu'on le veuille ou non là aussi. Et elle nous dit, ils ne sont peut-être pas capables de voir ce qui se passe et de dire la vérité là-dessus. Bon, est-ce que vous pensez que ce sont des métiers objectivement dangereux, beaucoup plus dangereux que des métiers du bâtiment, de la boulangerie qu'on vient d'évoquer, ou tout simplement même des cantonniers qui, sur nos autoroutes, peuvent à tout moment être renversés par un camion? Alors, je dois dire que je serais choqué qu'on en soit encore là aujourd'hui. On est en 2013. Or, depuis les années 1980, je ne vais pas remonter à la préhistoire, les années 80 quand même, ça fait quand même 30 ans, plus de 30 ans, que au niveau international, la Commission internationale de protection radiologique, ce n'est pas des antinucléaires ces gens-là, il y a même beaucoup de gens qui sont pro-nucléaires dans la Commission internationale, disent qu'il n'y a pas de seuil. On n'a pas trouvé le seuil. L'absence de... Il existe forcément, Roland Desbordes, non? Non. Ah bon? Et non. Pourquoi? Une relation linéaire sans seuil, c'est en Il l'état des existe une connaissances. marge à défaut de seuil. Non. Le seuil, alors, il est au niveau du zéro. Qu'à Paris? Niveau zéro, si vous voulez, à ce moment-là. La relation linéaire sans seuil est la relation la plus probable entre la cause et l'effet, ou entre la dose et les cancers. Et ça, c'est depuis les années 80. On n'a pas trouvé ce seuil. Parce que chaque fois qu'on a cherché, on a trouvé qu'un niveau plus bas pouvait provoquer des cancers. Donc, on en est à l'idée que, effectivement, il n'y a pas de seuil. Donc, je suis choqué. Ça a été repris dans la directive européenne en 1996 et ça a été repris dans le Code de la santé publique encore en 2000 et quelques. Et c'est pour ça qu'on a fixé des normes. La norme n'est pas l'innocuité. Elle est la limite du risque maximum acceptable. C'est écrit comme ça dans les textes. Si vous savez lire comme moi, eh bien, ça veut dire qu'en dessous, le risque existe, mais on le considère comme acceptable. Oui. Alors évidemment, quand vous êtes travailleur, on n'a pas le même risque que quand on est simple personne du public. On a des limites donc différentes. Mais la dose de 20 millisieverts aujourd'hui, pour les travailleurs, ce n'est pas ce à quoi ils ont droit. C'est le maximal du risque acceptable considéré par la législation. Or, aujourd'hui, ce travailleur, il a une valeur qui est évidemment très en dessous sur sa carrière des limites. Ce que dit le tribunal, qui est très intéressant, c'est qu'il dit, en fait, oui, c'est en dessous de la limite, mais en dessous de la limite, le risque existe. Donc, l'exploitant n'a pas pu prouver qu'il n'était pas responsable de ça. Et en gros, jusqu'à présent, on renvoyait, comme dit madame, en gros, il était fumeur, bah, c'est pour ça qu'il a eu ça. Or, pour tous les cancérigènes, et pas pour la radioactivité, je ne sais pas pourquoi, enfin si je sais, mais pour tous les cancérigènes autres, par exemple les produits chimiques, etc., on considère que le risque, je dirais, autre, par exemple le radon, c'est le cas du radon, le risque autre pour le cancer du poumon, eh bien, peut jouer en synergie avec le risque radiologique. Donc c'est historique, et que, en gros, eh bien, on ne doit pas évacuer le risque rayonnement ionisant sous prétexte qu'il y en a un autre. Au contraire, ils peuvent agir en synergie, c'est ce que dit la science. Et moi, si je suis un peu provocateur, EDF, je n'embaucherais que des employés fumeurs, comme ça je n'aurais même plus de problème si on suit le raisonnement du tribunal, de madame. Pardon. Vous qui suivez ces dossiers, et on va passer au troisième reportage, il y aura un appel très probablement. Bon. Oui, mais bon, attendez, je ne sais pas la cause du décès de ce monsieur, je ne le connais pas. Il avait d'autres facteurs de risque. D'ailleurs, je voudrais juste vous donner une anecdote. Par exemple, quand les familles de fumeurs se sont retournées contre l'industrie du tabac pour obtenir des dédommagements, pardon, ils ne l'ont jamais obtenu. Oui. Donc je trouve que c'est ça qui est assez incroyable. Vous savez, une dame dont le mari était mort d'un cancer du poumon s'était retournée devant les cigarettiers, avait, je crois, gagné en première instance. Elle a perdu en appel. C'est quand même assez fou. Je trouve que, alors que le lien de cause à effet était fait, donc. Pour EDF, les choses sont plus compliquées, vous l'admettez aussi, puisque je suis d'accord avec vous. De toute façon, vous dites, vous trouvez scandaleux que je parle
d'effet seuil. Je vous ai dit vous-même c'était un sujet débattu. Bon, enfin, vous voulez qu'on passe au troisième bloc. Oui, vous m'avez compris. Reste maintenant le problème. Je vous ai compris. Mais fondamental du nucléaire, qui reste quand même celui du traitement des déchets. La France va visiblement opter pour l'enfouissement en grande profondeur. Nous allons donc visiter le centre industriel de stockage géologique de Bure dans la Meuse. C'est lui qui pourrait à l'avenir conserver les 80 000 mètres cubes de déchets radioactifs de nos 19 centrales. Décision de ces travaux pharaoniques courant 2015. Et je vous propose une première visite des lieux avec notre caméra à 500 mètres de profondeur. Sur place, Margot Chouraki et Pierre Dehorne. Une descente vertigineuse de plus de 5 minutes au cœur de la Terre, dans ce qui pourrait devenir un cimetière nucléaire. Là, nous sommes à 500 mètres de profondeur, au milieu de la couche d'argile du Calovo oxfordien, donc qui est vieille de 160 millions d'années. Les déchets les plus radioactifs de France issus du cœur des réacteurs nucléaires seront confinés dans cette couche d'argile de 120 mètres d'épaisseur, réputée pour son imperméabilité. Ce chantier titanesque pourrait durer plus d'un siècle afin de creuser 15 000 mètres carrés de galeries et d'alvéoles. Un labyrinthe souterrain qui coûterait quelques 35 milliards d'euros. Tout le fruit du travail qu'on mène au quotidien dans le laboratoire, et c'est de vérifier que les propriétés de la couche d'argile dans laquelle nous nous trouvons à 500 mètres de profondeur possèdent des propriétés de confinement. Et donc à très très long terme, c'est la roche, c'est l'argile qui va assurer la protection de l'homme et de l'environnement vis-à-vis de la dangerosité apportée par les déchets radioactifs. Car les conteneurs qui stockeront les 80 000 mètres cubes de déchets provenant des 19 centrales nucléaires françaises se désintégreront dans quelques centaines d'années. Alors dans ce laboratoire, tout est étudié avant le début des travaux de cette décharge souterraine prévue en 2019. Différentes expériences sont en cours. Certaines visent à évaluer l'effet d'un échauffement thermique sur la roche pour mesurer comment la chaleur se propage dans la roche. D'autres expériences visent à évaluer le comportement des matériaux que l'on introduirait en situation de stockage. Au contact, donc très concrètement, les questions auxquelles on veut répondre, c'est si on place de l'acier, du béton, du verre dans le centre de stockage, au contact de l'eau qui est contenue dans la roche, comment vont-ils se dégrader? Et donc en dessous de vous, là, il y a un certain nombre d'expériences en cours dans lesquelles on a introduit ces différents matériaux. Les premiers colis radioactifs devraient être réceptionnés en 2025. Et l'autre difficulté, c'est bien leur transport jusqu'au centre de stockage souterrain. Dans le nucléaire, on part toujours de l'hypothèse que l'incident puisse arriver. Et donc ce que l'on a souhaité vérifier avec cet essai, c'est qu'en situation de chute, donc la coque en béton assurait une protection du colis de déchets. Ici, vous avez le colis de déchets qui a été extrait de la boîte après la chute pénalisante qui a été réalisée sur plusieurs mètres. Et on voit que le confinement du colis de déchets n'a pas été altéré. Ces milliers d'expérimentations menées par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ne suffisent pas à convaincre les opposants du projet. Ils viendront décider de nous faire crever en Haute-Marne et en Meuse. Par deux fois, ils sont venus empêcher le débat public prévu par la loi. On appelle ça une mascarade, ce n'est pas un vrai débat et c'est pour ça qu'on le boycotte et puis qu'on essaye de le perturber au maximum pour ne pas se laisser faire. Face aux opérations coup de poing, le président de la commission du débat a choisi de poursuivre les discussions sur Internet. Le débat contradictoire sur le projet de stockage profond. Lancé début mai, les émissions devraient se poursuivre jusqu'à la mi-octobre dans un lieu tenu secret. Une solution de rechange peu satisfaisante pour les organisateurs. Je trouve que dans les réunions, il peut se passer quelque chose de tout à fait nouveau. Il peut y avoir des nouvelles idées qui sortent, des accords qui s'établissent, des préventions qui tombent, etc. Bon. Et c'est sûr que l'Internet est peut-être même un moyen beaucoup plus difficile pour y arriver. Si le projet est finalement validé, le stockage sera réversible avant que l'installation soit définitivement scellée en 2125. Reste à savoir comment prévenir les générations futures de la dangerosité du site enfoui sous les terres.
Alors, on va revenir sur ce projet, mais auparavant, on a déjà une première question très simple qui est quelle est la durée de vie des déchets hautement radioactifs? Ça dépend en fait. Pour certains, ils vont rester radioactifs pendant quelques centaines, voire milliers d'années. Pour d'autres, on est sur des échelles de temps qui sont impossibles à se représenter pour l'esprit humain, puisque certains resteront radioactifs et dangereux pendant des millions d'années. Alors évidemment, il y a un terme, souvent quand on parle de durée de vie des déchets, en fait c'est un terme un peu trompeur parce que on est sur une demi-vie. C'est-à-dire que si on dit que la durée de vie d'un déchet est de 20 ans, en fait il lui faut 20 ans pour perdre la moitié de sa radioactivité. Puis encore 20 ans supplémentaires pour perdre la moitié de la moitié, puis 20 ans supplémentaires pour perdre la moitié de la moitié de la moitié. Donc en fait, quand on parle de durée de vie des déchets, déjà, en réalité, la durée de vie est beaucoup plus longue que ce qu'on dit. Et donc pour ces déchets, certains de ces déchets hautement radioactifs vont l'être pendant des millions d'années. Et c'est pour ça que ce projet de Bure relève un peu de l'insensé, et même complètement, et de l'impensable. Parce que, en fait, la technologie avance qu'on va pouvoir confiner la radioactivité pendant autant de temps. Les fûts qui sont prévus vont rapidement se dégrader. Et ça, même l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs qui met en place ce projet le reconnaît. Donc on mise sur l'argile, parce que dans le sous-sol de Bure et de la Meuse, c'est de l'argile, on mise sur les propriétés de l'argile pour contenir la radioactivité. Or, personne ne peut aujourd'hui prétendre que cette radioactivité elle va rester confinée. Il peut très bien y avoir des mouvements de sol, il peut très bien y avoir des fuites d'eau. Et c'est vraiment ça qui est très très problématique, c'est qu'on mise sur quelque chose d'hypothétique. Francis Sorin. Oui. Quand on parle de radioactivité des déchets, il y a une notion qui est extrêmement importante qu'il faut avoir à l'esprit. Tout est radioactif. Vous êtes radioactif, je suis radioactif, tout notre environnement est radioactif. Dans des proportions un peu plus raisonnables, je pense. Quand on parle de radioactivité des déchets, il faut se préoccuper de savoir quelle est l'intensité de cette radioactivité. Quand on dit que des déchets restent radioactifs encore dans 100 000 ans, eh bien dans 100 000 ans, la radioactivité de ces déchets aura perdu de son intensité et sera négligeable. Alors, il est correct sur un plan du vocabulaire de dire qu'ils seront encore radioactifs, mais cette radioactivité sera tout à fait négligeable. Donc, il ne faut pas jouer avec cette ambiguïté, entretenir volontairement cette ambiguïté de vocabulaire, premièrement. Deuxièmement, vous dites, madame, que tout le système de confinement de ces déchets n'est pas sûr et ne peut pas durer pendant... C'est l'Agence de gestion des déchets radioactifs. Non, l'Agence de gestion des déchets radioactifs, qu'est-ce qu'elle dit? D'abord, il faut savoir que ces déchets, ils sont vitrifiés, c'est-à-dire enfermés dans une matrice de verre qui piège les radioéléments. Cette matrice de verre, elle est elle-même enfermée à l'intérieur d'un conteneur en acier. Lequel conteneur en acier est mis dans des alvéoles de béton, et le tout dans ce centre de stockage qu'on va construire, qu'on projette de construire à 500 mètres de profondeur. Ces déchets, ce ne sont pas des gaz ou des liquides, c'est des blocs solides. Qu'est-ce qui peut arriver quand ils seront à 500 mètres de profondeur dans toutes ces barrières de confinement? Alors, il y a une chose qui peut arriver, et une chose dont il faut se prémunir, c'est la corrosion par l'eau. La corrosion par l'eau, dans cette couche d'argile qui a été choisie, on ne peut pas la nier, mais c'est une couche où l'eau ne circule très peu, il y a très peu d'eau. Donc cette corrosion par l'eau, elle va prendre des milliers d'années. Et quand vous dites que les conteneurs... Elle va prendre des milliers d'années, donc elle aura lieu? Oui, elle aura lieu. Elle aura lieu. Et les confinements de ces déchets vont petit à petit se dégrader. Ça, on le reconnaît, l'agence l'ANDRA le reconnaît. C'est dans l'évolution normale d'un stockage, vont se dégrader au fil du temps. L'évolution normale d'un stockage? Oui, mais
de laisser de la radioactivité Attendez, s'échapper dans l'environnement. C'est les conditions normales d'un stockage. Vous permettez. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Permettez-moi de terminer et ensuite nous aurons la discussion sur le point que vous vous soulevez. Concluez, parce que là, on va prendre des questions SMS. Je conclue rapidement. La discussion aura lieu après, visiblement. Cette corrosion prend de telle durée que la radioactivité contenue dans ces fûts aura atteint des niveaux tout à fait négligeables. Et si les conteneurs sont complètement dégradés, alors effectivement, la matrice de verre sera au contact de la roche, mais la migration des atomes radioactifs vers des exutoires de surface possibles prendra encore des milliers d'années. Résultat, les populations qui sont en haut du stockage, qui sont au droit du stockage, n'auront, et ça c'est des calculs de l'ANDRA, mais c'est aussi des calculs de tous les pays. Directement concernés, puisque ce sont les calculs de tous les pays. Pendant plusieurs années, les déchets vont rester en surface. Ce sont les calculs donc de tous les pays. Donc les populations vont être clairement impactées. Qui travaillent à cette technique. Les populations n'auront comme niveau de radioactivité que 0,25. Dans les premières années, ces déchets vont rester en surface de toute façon. Donc les populations leur radioactivité aura perdu son intensité. Je vous parle dans les premières années du projet. Excusez-moi, dans les premières années du projet, il va y avoir un stockage en surface. Les déchets vont d'abord arriver dans un centre de stockage en surface avant de descendre en profondeur. Si, bien sûr, ce projet se fait, ce qu'on ne souhaite pas. Donc les populations vont clairement être impactées par les transports, par la radioactivité émise par les déchets. Alors, je ne peux pas trancher, excusez-moi, ce débat entre vous. Donc, je vais passer aux questions SMS parce qu'il en reste à peine 8 minutes. C'est toujours comme ça quand on parle de nucléaire. C'est parti. La France est le leader mondial de l'industrie nucléaire, nous dit un téléspectateur. Pourquoi vouloir arrêter cette filière par simple dogmatisme? S'il faut donner l'argument béton, vous nous avez rappelé au début de l'émission, vous avez mis la CRIRAD, contrairement à ce qu'on raconte, et pas hostile a priori au nucléaire. Donc voilà, je veux dire, quand on vous dit, il y a un savoir-faire français, on est de toute façon dedans, qu'on le veuille ou non, si je puis dire, et il est normal aujourd'hui d'apprendre au minimum à le gérer et peut-être aussi à continuer à le développer. Vous répondez quoi? C'est de l'inconscient? Eh bien, il faudrait que ces gens qui disent ça aillent un peu dans des sites pollués par la radioactivité des mines d'uranium, peut-être faire un petit tour au Niger, là où on exploite notre uranium. Notre uranium, aujourd'hui, on ne l'exploite pas du tout en France. Hein, il vient de pays, on le sait. Et il faudrait qu'ils aillent faire un petit tour à Tchernobyl ou dans des zones très contaminées autour de Tchernobyl, à Fukushima aujourd'hui, pourquoi pas. Ça, c'est le scénario. C'est ça. Le choix du nucléaire est un choix de société, je pense, parce que ça implique des risques collectifs pour l'ensemble des citoyens, à travers les déchets, les transports, le risque d'accident, etc., etc. Et c'est un choix de société. Vous êtes d'accord pour dire qu'on choisit entre différents risques? Pardon? Dans une société, par définition, et même dans la vie humaine, on passe sa vie à choisir. Celui-là, pour moi, il est assez hors dimensionnement par rapport à d'autres risques. Il est bien inférieur au risque que fait courir l'exploitation des combustibles fossiles comme le charbon, le gaz, le pétrole. La transition, c'est pas un combustible fossile. Et vous parliez, Yves Calvi, d'un savoir-faire. Et effectivement, la France a un savoir-faire dans le domaine nucléaire important. Arrêtons de nous auto-flageller. Non, attendez. Quelles que soient vos opinions, je vous demande de respecter le fonctionnement de l'émission et je dois faire tourner mes questions. Merci. La transition énergétique est-elle un rêve? Combien de panneaux solaires faut-il pour remplacer une centrale nucléaire? Mais c'est la question complètement idiote. Je suis désolé. On ne remplace pas une centrale nucléaire par des panneaux photovoltaïques. Ça n'a rien à voir du point de vue du fonctionnement, du point de vue du principe et du point de vue des risques. Pour moi, c'est la question dans laquelle on voudrait enfermer les Français en disant ce genre de calcul. Je suis désolé, ça c'était il y a 30 ans qu'on faisait ce genre. On vous faisait faire ce calcul pour vous enfermer dans un faux dilemme. Voilà ce que j'appelle un faux dilemme. Il nous faudra des sources d'énergie pour faire fonctionner une société. Mais la transition énergétique, c'est pas un rêve, hein, c'est pas un rêve du tout. C'est quelque chose de très concret vers lequel il faut aller. Mais évidemment, il a raison. Hein, on va pas remplacer une centrale nucléaire par autant de panneaux solaires. Nous, par exemple, au réseau Sortir du nucléaire, ce qu'on demande, c'est la mise en place d'une politique de production et de consommation de l'énergie décentralisée. C'est-à-dire qu'on va changer complètement de paradigme. Aujourd'hui, le nucléaire, on a 19 sites. Hein, c'est une manière de produire l'électricité qui est très centralisée.
centralisé. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est décentraliser la production au plus près de son lieu de consommation et en utilisant une multitude de sources d'énergie qui sont disponibles là où on va les utiliser. Il y avait un amuseur public, un clown de rue que beaucoup de gens ont rencontré, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Guigui Mouna. Et il avait un sketch de rue sur le nucléaire. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est qu'il faisait évidemment exploser une centrale nucléaire fictivement dans la rue. Et il faisait dans son sketch un discours sur le nucléaire et dit dans la centrale nucléaire, ce qui me fait peur, moi, c'est le mot centrale. Est-il vrai qu'il y a une multiplication des cancers de la thyroïde près des centrales nucléaires? Je dis bien près des centrales nucléaires. Non. Alors, il y a eu une augmentation des cancers de la thyroïde à Tchernobyl. Il y a eu, je crois, 7000 enfants atteints de cancer de la thyroïde. Heureusement, le taux de décès a été nettement inférieur. Je crois qu'il y a eu 20 ou 30 enfants décédés d'un cancer de la thyroïde. Mais, alors, justement, c'est un débat récurrent. Qu'est-ce qui se passe autour des centrales nucléaires? Et à une époque, il y a eu beaucoup d'études qui avaient mis en évidence un tout petit risque accru de leucémie. Et beaucoup de gens ont dit c'est pas la radioactivité. Enfin, l'analyse était très très complexe à faire. On s'est demandé si c'était la radioactivité. Et la question qui s'était posée, c'est est-ce que la concentration humaine qui attire une centrale nucléaire, du fait des travailleurs, du fait des villes créées, du fait de l'activité économique, n'aurait pas créé la circulation de virus qui pourrait être en cause. Des virus qui provoquent des cancers. Ah ben bien sûr, il y en a beaucoup, monsieur. L'hépatite, le cancer du foie, le cancer du col de l'utérus, le cancer de la gorge, monsieur Michael Douglas, par exemple, tout ça est lié à des virus. Non, mais je vous raconte que les hypothèses qui ont été faites autour des cancers dans les périmètres des centrales nucléaires. Ça a été confirmé quand même en Allemagne, en France, qu'il y a une augmentation, qu'il y a un taux plus important des cancers de l'enfant dans un rayon de 5 à 10 km autour des centrales nucléaires. Je ne suis pas du tout d'accord. Ce qui n'a pas avoir un consensus sur ce genre de données. Ce qui n'a pas été prouvé, c'est la relation directe avec la radioactivité. Mais le fait qu'il y ait cette augmentation, elle est là. Alors, est-ce que madame, elle est la bonne? C'est celle qu'on a évoquée en Angleterre autour d'une installation nucléaire anglaise il y a déjà plus de 20 ans. Depuis, on n'a pas beaucoup avancé. Combien de victimes dues à un siècle d'exploitation, d'utilisation du charbon? Ça vous intéresse? Vous en foutez? Non, mais voilà, c'est normal. J'ai un chiffre, Yves Calvi, entre 1950... On vit quand même sur une rhétorique de la peur. Entre 1950 et 1985, il y a eu 40 000 morts du charbon en France. Moi, je voudrais... Par la radioactivité, on ne sait pas. Par les éboulements, parce qu'on les a pas... et par les coups de grisou. Il y a eu des guerres du pétrole. Je pense que le sous-entendu de la question, vous l'avez très bien compris. Les morts du charbon, ils sont identifiés et ils sont signés. Le problème des morts de la radioactivité, on en a parlé tout à l'heure avec le travailleur, les morts ou les malades de la radioactivité n'ont pas de signature aujourd'hui. Pourquoi on ne met pas de l'argent pour trouver une signature au cancer radio-induit? Je suis désolé. Un dernier mot là-dessus? Non, je dis 1 million de morts en Afrique et en Asie pour les familles pauvres qui se nourrissent avec du charbon de bois. C'est énorme, c'est un problème énorme. Et puis je voudrais rappeler, bien sûr, 5 millions de morts par an liés au tabac, 100 millions au XXe siècle, 1 milliard au XXIe siècle. Il faut aussi donner des ordres de grandeur. Comment François Hollande peut-il engager la France jusqu'en 2050 alors que son mandat se termine en 2017? On se pose tous cette question. Ah, très bien. C'est bien ça, c'est des promesses un peu vides de sens, puisqu'en fait, derrière, il n'y a aucun moyen pour atteindre ces objectifs. Donc ça peut très bien être un vœu pieux. Combien de CO2 rejeté dans l'atmosphère suite à l'abandon du nucléaire en Allemagne? Les chiffres officiels montrent qu'il n'y a pas eu explosion comme on pouvait l'entendre. D'ailleurs, le nucléaire n'est pas complètement arrêté en Allemagne, mais que Mais pourquoi le charbon ne fait plus rien alors? Si, le charbon est... Non, mais la quantité de charbon n'a pas non plus augmenté. En tout cas, contrairement à la France, ils ont réouvert des mines à ciel ouvert. L'Allemagne respecte sa baisse d'émissions actuellement. Et en France, la situation, c'est qu'en fait, on prend le prétexte du nucléaire pour ne rien faire. Et sous-entendu, derrière, l'argument, c'est que la filière nucléaire, ça n'émet pas beaucoup de gaz à effet de serre. L'Allemagne va remettre en service 23 centrales à charbon et ses émissions de CO2
ont énormément augmenté. Ces Regardez les émissions de chiffres officiels, c'est pas vrai. mais bien sûr que si. Et de gaz Ces, à effet de serre, ces émissions en globalement. CO2 ont énormément augmenté et le prix de son électricité explose. En tout cas, le débat continuera sur notre antenne dimanche, puisque Cécile Duflot sera l'invitée de C'est Politique à 17h45, présentée en direct, bien entendu, par ma camarade Caroline Roux. C'est Caroline, d'ailleurs, que vous retrouverez lundi pour un nouveau C'est dans l'air. Celui que vous venez de suivre est rediffusé ce soir à 22h20. Et je vous souhaite évidemment un excellent week-end sur France 5, non sans avoir remercié nos invités. Bonsoir, à la semaine prochaine. Pour toutes vos questions sur l'actu, C'est dans l'air sur France5.fr.